Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite, le sommaire. L'intelligence artificielle est partout, mais les femmes sont nulle part. C'est l'inquiétude qui pointe quelques semaines après la fin du grand sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui s'est tenu à Paris. Les femmes ont tout intérêt à s'emparer de ce progrès technologique. On en parle avec l'avocate Rachel Fleur-Pardo. Ce sera en première partie de cette émission. Changer le monde par la façon dont on mange et dont on apprend à manger. C'est la philosophie du projet L'école comestible. On en parle dans la seconde partie de l'émission. Dans son panorama, Guillaume Buan reviendra sur la sortie du film Minecraft. Mais avant cela, place à l'actualité de l'éducation avec Guillaume. Bonsoir Guillaume. Bonsoir Virginie, bonsoir à tous. À la une, nous vous en parlions hier à Saint-Ouen, près de Paris. Les parents ont voté pour le déménagement de l'école située près d'un point de deal. C'est une consultation qui a divisé. Le résultat est le suivant, 100 voix pour et seulement 97 contre. Globalement, c'est une bonne nouvelle pour ces parents, même si pour certains, il fallait davantage sécuriser les lieux. Écoutez justement quelques témoignages de parents recueillis au micro de France Inter. On lui explique qu'il y a des personnes, des adultes autour de l'école qui se comportent pas très bien et que du coup le but c'est qu'ils soient en sécurité. Il y a eu un jet de sachet de drogue en début d'année. Au mois de janvier, c'était la bonbonne de gaz qui atterrissait sur la vitre de la bibliothèque de l'école. Les classes sont gardées, les enfants gardent leur maîtresse, donc c'est pas une perturbation très grande, c'est simplement espérons que cette délocalisation temporaire permette à la police de fermer ce point de deal une bonne fois pour toutes. Mieux qu'ils trouvent une solution pour dégager les jeunes plutôt que l'école. Alors les élèves vont faire donc leur retour en classe au retour justement des vacances de printemps. Ce sera dans les locaux de relais de la petite enfance et dans un autre groupe scolaire voisin. Sachez que le maire de la ville de Saint-Ouen en appelle à l'État pour que ce déménagement ne soit que temporaire. Et on suivra l'affaire évidemment de très près la semaine prochaine. Revenons sur l'entrée en vigueur à la rentrée prochaine des tests physiques pour les élèves de 6e. Non obligatoires, on le rappelle. 3 tests qui seront menés par les profs d'EPS. Les tests musculaires, d'endurance et donc de vitesse. En déplacement à Reims hier, Elisabeth Borne est revenue sur l'intérêt de cette mesure. Écoutez la ministre. Je pense que c'est important parce que vous voyez, il y a des phénomènes un peu préoccupants dont je pense qu'on a besoin d'être tous conscients, y compris de pouvoir le partager avec les parents, sur le fait que des aptitudes physiques qui paraissaient un peu naturelles il y a encore quelques années ne sont pas forcément acquises par les élèves. Et on discutait avec des enseignants qui nous disent, par exemple, les élèves sauter à cloche-pied, c'est plus complètement évident. Et donc je pense que d'avoir cette espèce d'outil de mesure commun pour se demander où on en est, et peut-être sensibiliser aussi les parents sur la nécessité d'avoir de l'activité physique à l'école, mais aussi hors de l'école. L'intérêt de pouvoir permettre à son enfant d'être dans un club sportif, je crois que c'est important qu'on ait cette référence commune quelque part. Alors c'est une mesure qui fait débat, je propose d'écouter 2 réactions. Tout d'abord, François Carré, il est cardiologue et médecin du sport au CHU de Rennes et président du collectif pour une France en forme. Lui, il est favorable à ce dispositif. Écoutez. Alors pour nous, c'est une très bonne idée. Il faut rappeler simplement que la capacité physique, en particulier d'endurance, représente le capital santé de chacun d'entre nous. On a montré depuis 40 ans que la capacité physique de nos enfants a baissé de 25%. Nous avons fait une étude à Rennes en 2022, ça concernait 3 régions, montrant que les enfants en 1987 couraient à 11 km/h. Maintenant, ils courent à 9,7 km/h, les collégiens de 11 ans. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un collégien de 11 ans ne suit pas un homme de 60 ans actif sur 1 km en courant. C'est dû au manque d'activité physique, au temps de sédentarité de nos enfants. En dehors de l'école, les enfants ne bougent pas assez. Ils passent leur temps assis et ça, c'est très mauvais pour la santé. Alors davantage de réticence du côté des syndicats, c'est le cas de Coralie Bénèche, elle est co-secrétaire générale du SNEP-FSU, le syndicat des enseignants d'EPS. Pour elle, ce n'est pas justement aux profs de sport d'évaluer les enfants. Vous savez, on est un peu on fait des tests pour tout, des évaluations pour tout, mais pour mesurer quoi, par rapport à quoi, dans quel objectif? On ne nous a jamais dit quel était réellement l'objectif. Et nous, en tant que prof de PS, on participe bien sûr à lutter pour que les élèves, en tout cas, aient ce côté, il y a un objectif de santé, mais en tout cas, c'est pas l'objectif principal. C'est pas qu'on est opposé au test en tant que tel, on est opposé au fait que ce soit les profs de PS qui s'en occupent. Parce que nous, on n'est pas des profs de santé, en fait. Il y a tout un tas d'études qui ont déjà donné des résultats. Il y a 25% des capacités des baisses cardio-respiratoires chez les jeunes. On a une augmentation de l'obésité. Enfin, tous ces chiffres-là, c'est pas aux profs de PS de les donner. Et il y a des médecins qui le font.
Et cette étude à présent publiée par l'ARCOM, les 15-24 ans regardent en moyenne 5h21 de contenu vidéo chaque jour, principalement et bien sûr les réseaux sociaux. Et si on les découpe justement ces 5h21, il y en a 2 heures pour les réseaux sociaux, 1 heure pour la télévision dite gratuite en direct et puis 1 heure pour les vidéos à la demande, notamment les vidéos par abonnement. Est-ce beaucoup? La question a donc été posée à Jean Catan, il est co-auteur de l'ouvrage Nous sommes les réseaux sociaux, il est secrétaire général du Conseil national du numérique. C'était au micro de France Info. Oui, ça paraît beaucoup si on regarde uniquement cette tranche d'âge. Après, il faut bien voir que sur la moyenne de la population, on est quand même à 4h40, ce qui est quand même beaucoup, et c'est un chiffre qui est à peu près le même pour la population, disons, allant de 65 ans et plus. En fait, on est sur une population qui a peut-être un petit peu plus de temps que le reste de la population pour regarder ces contenus vidéo. C'est la diversité des supports employés par cette tranche d'âge. À la différence donc de la catégorie par exemple des 65 ans et plus, qui regardent presque autant les contenus vidéo, mais à 70% des contenus linéaires sur la télévision. Alors, est-ce qu'on peut parler dans ce cas-là d'addiction? Écoutez une nouvelle fois la réponse de Jean Catan. Ce rapport d'addiction est à prendre vraiment avec beaucoup de précautions. On est sur des usages qui peuvent être compulsifs, on peut être sur des usages réflexes. Ce à quoi il faut faire attention, en fait, c'est la façon dont on regarde ces contenus et ce que l'on fait autour une fois que l'on a regardé ces contenus. Avoir une forme d'attention conjointe, de regarder un film ensemble, en famille, etc. est évidemment pas la même chose que de s'isoler, de ne jamais parler de ce qu'on voit. Et c'est pour cela que nous, on insiste énormément avec les autorités sur l'accompagnement des publics pour assurer un dialogue permanent entre toutes les catégories d'âge. Parce que ce que l'on observe là, c'est une fracture d'usage en réalité aussi entre les catégories d'âge. Et pour rompre ces fractures-là, le dialogue est primordial. Intéressons-nous à une autre étude, celle de l'Union pour l'enfance. Près de 1 jeune sur 2 placé à l'aide sociale à l'enfance aurait été victime de violences sexuelles avant ou pendant son placement. Et 1/3 des jeunes présentent des comportements sexuels problématiques. 12 mineurs accueillis aussi par l'Union pour l'enfance seraient en situation de prostitution, dont 3 de manière avérée. Des résultats bouleversants, mais pas forcément étonnants pour Thierry Rombou, le directeur général de l'Union pour l'enfance. Lors de la présentation des résultats, il appelle à des actions concrètes. C'est pourquoi il y a une dizaine de recommandations qui ont été donc dites par l'association. La clarification de l'obligation de signalement des médecins en cas de violence sexuelle sur les mineurs. Sur la prostitution, là aussi, elle conseille de développer des séjours de rupture pour permettre justement à ces jeunes de s'éloigner temporairement de ces environnements à risque. Cette question, alors comment expliquer la baisse de naissance en France? Et oui, on se la pose en ce moment. Le Comité national d'éthique a présenté divers facteurs qui pourraient expliquer le retard ou encore le fait d'hésiter, voire de renoncer à avoir des enfants. C'est quelque chose qui est général d'ailleurs en Europe et pas qu'à la France. Si on écoute Jean-François Delfrécy, le président du Comité consultatif national d'éthique. Il y a 2 grandes entités. Il y a d'une part la baisse de la natalité, qui est liée à la baisse de la fécondité, ça veut dire le nombre d'enfants que font les femmes en âge de procréer. C'est très lié finalement au désir d'enfant et à un certain nombre d'enjeux, de causes sociétales, qui sont aussi économiques, qui sont aussi culturelles. C'est la place de la femme actuelle avec sa relation avec le travail. C'est aussi une forme d'éco-anxiété qu'il peut y avoir parmi les jeunes. Puis il y a un deuxième paquet, et lui est lié à des questions médicales, qui est le problème de l'infertilité. La réponse, elle n'est pas du tout d'ordre politique, mais elle est essayer de trouver les causes médicales et essayer d'améliorer finalement l'aide à la procréation. Et par ailleurs, selon l'INSEE, en France, les naissances sont au plus bas depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Environ 663 000 bébés ont vu le jour. L'an dernier, c'est 2,2% de moins que les années précédentes. Direction Sucy-en-Brie, où un élève de 11 ans, donc en classe de 6e, a porté plusieurs coups contre son professeur d'art plastique après une punition. Et qu'il n'aurait tout simplement pas supporté. C'est ce que rapportent nos confrères du Figaro. Après l'agression, la professeure a porté plainte. Ce dernier souffre de blessures légères. La protection fonctionnelle lui est d'ailleurs accordé, c'est le rectorat de Créteil qui l'indique. Le collégien en fait a des troubles de comportement, il n'avait pas pris son traitement ce jour-ci. Il est donc éloigné de l'établissement jusqu'à son conseil de discipline.
Enfin, retour sur la publication en milieu de semaine par le ministère de l'Éducation des indicateurs de réussite des collèges sur la base des résultats du brevet 2024. Avec, pour ce qui est pris en compte, le taux de réussite du brevet, bien évidemment, les notes brutes à l'écrit et les moyennes aussi dans les différentes matières, français, maths, sciences et histoire, et puis le taux d'accès entre la 6e et la 3e et la proportion d'élèves de seconde qui ont fait leur scolarité dans l'établissement. En conclusion, ce sont pour la plupart des établissements privés qui trustent en fait le haut du classement, avec en tête le collège Latour à Paris, taux de réussite de 100% l'an passé et une moyenne de 17,1 pour les élèves. Le premier collège public, la maison d'éducation de la Légion d'honneur des loges réservée aux descendants de décorés, justement, arrive à la 5e place. Et puis globalement, ce sont les établissements franciliens qui sont dans les premières places. Il faut aller du côté de Marc-en-Barœul pour trouver le premier hors Île-de-France. Donc c'est le 6e avec un taux là aussi de 100%. Et côté lycée, là aussi on prend les mêmes indicateurs et c'est le même constat que les collèges, puisque ce sont les établissements privés qui arrivent en haut du classement. Le premier, il va parler à certains, c'est le lycée Stanislas à Paris, taux de réussite de 100% l'an passé. Là aussi, le premier établissement hors Île-de-France, c'est du côté de Roubaix. Il arrive en 3e position. Décidément, le Nord fait très fort. Alors, effectivement. Merci beaucoup, merci Guillaume. Alors que le secteur du numérique et notamment de l'intelligence artificielle est en plein essor et intègre également notre quotidien, eh bien, notre invité dénonce une surreprésentation des hommes dans le milieu, avec pour conséquence évidemment le risque de reproduction des inégalités, aussi bien dans la vie que dans le numérique. On reçoit Rachel Fleur-Pardo. Rachel Fleur-Pardo, bonjour. Bonjour, merci de me recevoir. Je suis ravie de vous recevoir. Vous êtes avocate spécialisée dans le cyberharcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Il était question de beaucoup de choses lors de ce sommet pour pour l'action sur l'intelligence artificielle à Paris. Et d'ailleurs, on va en parler de ce titre. Mais pas tant que cela, d'égalité et d'inclusion, justement. Qu'est-ce qui a manqué selon vous ? En fait, c'est ce qui manque en général quand on parle d'intelligence artificielle. On s'est demandé avec mon amie Julie Martinez, qui est directrice générale de France Positive, on s'est un petit peu demandé, notamment quand on voyait les images des différents forums ou salons qui ont pu avoir lieu en marge du sommet, où sont les femmes ? Et en fait, cette question, où sont les femmes ? On se la pose dans tout le domaine de l'IA et même de la tech en général. Quand on regarde à la tête des GAFAM, des femmes, il n'y en a pas. Quand on regarde parmi les développeurs, elles sont largement minoritaires. Et pourtant, quand on est face à une telle révolution pour nos sociétés, il est déterminant que ce ne soit pas à l'occasion d'un nouveau gender gap, d'un nouveau moment où les femmes prendraient du retard par rapport aux hommes. On sait le temps qu'il faut derrière pour rattraper ce retard. Alors ce qu'on appelait de nos voeux à travers un texte qu'on a publié, c'est de véritablement faire en sorte, s'engager pour que les femmes prennent toute la place qui leur revienne dans l'intelligence artificielle. Oui, prendre du retard et puis qu'il n'y ait pas une influence effectivement uniquement masculine. Je rappelle les chiffres dont vous venez de parler. Parmi les chercheurs en IA, on compte près de 90% d'hommes et plus de 80% des emplois numériques français qui sont occupés par des hommes. Donc bon. Absolument, c'est ça. Et en fait, c'est pas sans conséquence sur la façon dont fonctionnent ces intelligences artificielles. Il faut bien se dire que les femmes sont trop absentes à absolument tous les niveaux de vie d'une intelligence artificielle, du moment où elle est conçue, au moment où elle est utilisée, et donc où elle pourrait s'améliorer en s'adaptant à la façon dont on va l'utiliser. Eh bien, les femmes sont moins présentes dans la conception, moins présentes dans l'utilisation. En réalité, les algorithmes, la grande majorité des algorithmes sont produits par des hommes et on voit bien qu'en fait, le danger là-dedans, c'est la reproduction de biais, notamment de biais qui peuvent être des biais sexistes. En fait, l'intelligence artificielle n'est pas sexiste en elle-même, mais elle est capable de le devenir, notamment en fonction de la façon dont on l'entraîne et des données sur lesquelles elle va s'appuyer, des données qui sont nécessairement issues du passé et donc le risque. Et c'est pour ça qu'on appelle à l'engagement de chacun. Le risque, ce serait que l'intelligence artificielle reproduise indéfiniment des dominations du passé plutôt que de permettre une plus grande égalité. Ce que l'on souhaite, nous, avec Julie Martinez, c'est qu'en effet, l'intelligence artificielle permette au contraire d'arriver vers davantage d'égalité. Alors, tous les hommes ne sont pas effectivement sexistes ni violents, mais c'est vrai que la
capacité, on imagine, à créer, à penser ces algorithmes pourrait amener justement des dérives sexistes. On l'a vu très vite d'ailleurs, les femmes étaient la cible de deepfake. L'IA a immédiatement été utilisée à des fins sexistes. Est-ce que c'est une des raisons principales à la fois de la tribune et donc du fait que vous en soyez saisis et de ce qu'on peut imaginer pour ce fameux sommet sur l'action, attention, sur l'action, pour l'action sur l'IA? Oui, absolument. Cette conscience, moi, que j'ai dans mon métier en tant qu'avocate, de la façon dont l'intelligence artificielle peut être détournée pour commettre des violences sexistes et sexuelles est aussi au cœur de mon engagement sur cette question-là. Vous l'avez dit, la grande majorité des deepfakes, alors, ce qu'on appelle un deepfake, c'est un montage qui est tellement réussi, qui a l'air tellement réaliste qu'on pense que c'est une vraie image. En fait, quand on regarde sur Internet, la très grande majorité des deepfakes, de ce type de montage, ont un caractère sexuel. Et lorsqu'ils ont un caractère sexuel, 96% des personnes qui en sont victimes sont des femmes. Donc on voit bien là comment l'intelligence artificielle peut être détournée par celles et ceux qui l'utilisent pour créer de nouvelles formes, de nouveaux terrains de commission de violences sexistes et sexuelles. Mais je vais vous donner un autre exemple qui montre bien comment ce que produit comme résultat l'intelligence artificielle peut s'inscrire dans une reproduction des dominations du passé. On a fait le test, on a demandé à une intelligence artificielle de nous produire l'image d'une personne au bureau qui travaille et d'une autre personne à la maison qui fait à manger. Eh bien, à la maison, à la cuisine, c'était une femme, au bureau, c'était un homme. Et en plus de ça, quand on regardait le physique, l'apparence physique de ces deux personnages, ils représentaient tous les clichés des stéréotypes du beauté, c'est-à-dire plutôt musclé pour l'homme, plutôt mince pour la femme, et à peau blanche aussi, il faut le souligner, parce que s'il y a une grande majorité d'hommes dans l'intelligence artificielle et dans la tech, c'est aussi en réalité des hommes en manque de diversité, donc c'est aussi une autre difficulté à prendre en compte, et donc vous imaginez bien que ça nous a beaucoup fait sourire, mais pas joyeusement malheureusement, d'entendre Mark Zuckerberg, il y a quelques semaines, quelques mois maintenant, dire qu'on manquait d'énergie masculine dans la tech. Ben oui, dans un secteur déjà largement dominé par les hommes, effectivement, et les hommes à peau blanche, comme vous venez de dire, donc autant de discrimination possible. Par quels moyens on peut arriver justement à cette dérive sexiste, sachant qu'on vient de le dire, on a parlé des deepfakes déjà, on a parlé de cette IA avec la création aussi, et alors là, c'est absolument, tout est abject, mais la création de fausses influenceuses trisomiques, c'est ce qu'on a pu lire dans le Parisien ce matin, ou amputées pour séduire des fétichistes d'Instagram. Je lis vraiment le sous-titre de l'article, c'est-à-dire qu'on en est à ce niveau-là. Est-ce que c'est contrôlable, ce cauchemar ? À quel moment écoutez, moi je crois que c'est contrôlable, ça dépend de notre volonté collective. On a vu des grandes entreprises de tech s'engager à d'autres moments sur des sujets tels que la lutte contre le terrorisme. Je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui pousser à un tournant, c'est-à-dire à une prise de conscience de l'impact de ces outils sur nos sociétés et d'être très exigeants sur les mesures, les moyens de précaution qu'ils vont mettre en œuvre pour éviter de telles dérives. Alors je vous dis ça au moment même où on voit qu'en fait, on a l'impression de faire marche arrière, véritablement. Quand on voit aux États-Unis Donald Trump, très proche d'Elon Musk, à qui on a l'impression qu'on a donné les pleins pouvoirs. À côté, on voit Mark Zuckerberg, alors même qu'il avait une société qui s'inscrivait dans son ADN, vraiment, c'est ce qu'on croyait, c'est ce qu'il nous a laissé croire. Dans la lutte contre les discriminations, dans une plus grande diversité, quand on le voit lui aussi prêter allégeance à Trump très vite, en reniant à peu près tout ce que Facebook avait clamé depuis ses débuts, je me dis que c'est quand même un peu dingue ce qui se passe et qu'on ne va pas dans le bon sens. Et c'est là que je crois beaucoup en l'Union européenne qui, dans le monde, est finalement leader de la régulation numérique et qui peut-être encore aujourd'hui plus qu'hier a une place de premier plan à jouer sur ce terrain-là, parce que le marché européen, ce n'est pas rien. Alors, on va en parler de l'Europe, bien entendu. Effectivement, des lois qui existent déjà. Vous êtes avocate, vous connaissez bien aussi tout cela. Mais juste, j'aimerais rebondir sur ce que vous venez de dire. Vous parlez de terrorisme, et en lien, pas en lien, mais en comparaison avec effectivement la place à prendre. Est-ce que pourrait faire pour justement se protéger de tout cela? Le terrorisme, et pardon, jette un pavé dans la mare, mais le terrorisme touche tous les êtres humains, hommes compris. Là, on parle de sexisme. Est-ce que réellement, les hommes vont s'emparer de la question? Je vous parle surtout de régulation numérique. Oui, j'entends. Mais est-ce que les hommes vont s'emparer de la question? Est-ce que vraiment ça les préoccupe? C'est pas que du sexisme. En fait, on parle de violence numérique, on parle de cyberviolence qui vise
malheureusement, les publics qui sont déjà le plus sujets à la violence au quotidien, c'est-à-dire beaucoup les femmes, beaucoup les enfants aussi, et beaucoup les publics discriminés au sens large. Et donc, je crois que si l'on veut aussi véritablement protéger la liberté d'expression, parce que vous savez que c'est ce que opposent les leaders de ces entreprises américaines, ils nous disent qu'en fait en Europe on serait des censeurs et que eux seraient les véritables défenseurs de la liberté d'expression. Eh bien non, la liberté d'expression, quand c'est la loi du plus fort qui règne, ce n'est pas véritablement la liberté d'expression qui en sort grandie, c'est seulement la liberté d'expression de certains au détriment de la liberté d'expression d'autres et notamment la liberté d'expression des plus vulnérables. Parlons justement des lois. Sans parler de la question de l'intelligence artificielle en tant que femme, c'est aussi espérer la faire avancer évidemment sur le domaine juridique. Plusieurs lois existent déjà, notamment celle de mai 2024. Est-ce qu'elle a été suffisante? Est-ce que c'est un problème d'application des lois? Alors, la loi de mai 2024 est une loi intéressante. En fait, quand on regarde ce qui se passe dans l'espace numérique, la plupart des choses qu'on trouve n'étant pas normales sont constitutives d'infractions pénales. Donc, en théorie, on serait capacité de les sanctionner. On a un vrai sujet sur Internet, c'est l'application de la loi. Ça, c'est une vraie difficulté qu'on a. C'est-à-dire qu'on a des lois, on n'arrive pas à les faire appliquer. Je vois, moi, je suis intervenue dans des très grosses affaires de cyberharcèlement. Sur des milliers de harceleurs, on retrouve sur les bancs des prévenus seulement quelques dizaines de personnes. Alors, c'est mieux que rien, mais c'est trop peu et ça laisse trop de nombreuses personnes dans un sentiment d'impunité qui perdure, qui laisse entendre qu'en fait, quand on commettrait des infractions sur Internet, il ne se passerait rien. Je crois que vraiment, il faut se donner les moyens de mieux répondre à l'ampleur et au caractère absolument massif et instantané des violences numériques. Mais ça veut dire qu'il y a une forme de complicité des plateformes? Qu'est-ce qui fait que ça ne s'est pas appliqué? Moi, je considère qu'on pourrait éventuellement parler de complicité des plateformes dans certains cas. J'ai pour une de mes clientes déposé une plainte, une cliente qui s'appelle Magali Berda, qui est influenceuse, qui est une société d'influence. Nous avons déposé plainte pour complicité de cyberharcèlement contre la société Twitter, désormais X, parce que pendant des mois, des années, alors qu'elle était harcelée et qu'elle dénonçait un harcèlement qui a conduit à la mise en examen du rappeur Booba, eh bien, nous estimons que Twitter n'a pas réagi, a continué à fournir à cette personne les moyens qui lui permettaient de commettre les faits qui lui sont aujourd'hui reprochés dans le cadre d'une information judiciaire. Donc écoutez, on verra comment la justice française se positionne sur ces questions-là, mais moi je crois en effet qu'il faut que désormais les parquets s'interrogent systématiquement sur une éventuelle complicité pénale des plateformes. Ça veut dire qu'en fait, Internet est une zone de non-droit, on peut agir en toute impunité? Alors, ce n'est pas une zone de non-droit, mais c'est une zone sur laquelle on échoue trop souvent à faire appliquer notre droit, nos règles, et où en effet, le sentiment d'impunité perdure. Et je crois qu'il est absolument déterminant que ce sentiment d'impunité faiblisse, parce que c'est ainsi aussi qu'on aura moins de cyberviolences qui seront commises. Qu'est-ce qu'on peut espérer de ce sommet, justement, pour l'action sur l'IA qui a eu lieu à Paris il y a maintenant 1 mois et demi? Eh bien, écoutez, ce qu'on peut espérer, c'est d'abord qu'il ait aidé à faire entrer l'intelligence artificielle dans le quotidien des Français, parce que je crois qu'on parlait beaucoup des femmes, mais j'aimerais aussi parler des Français en général. Je crois qu'il est très important qu'en fait, on ne laisse pas sur le banc de la route de cette révolution une trop grosse part de la population, alors notamment les femmes, mais il y a aussi d'autres personnes, je pense aux personnes notamment moins jeunes, qui pourraient se sentir dépassées par cette évolution. Et il est important qu'on embarque tout le monde et qu'on en fasse quelque chose de véritablement populaire dont chacun puisse tirer profit. J'espère que ça a été aussi l'occasion de créer des synergies, de placer la France au cœur de ces discussions, de cet échange mondial sur la régulation, sur l'avenir de l'intelligence artificielle, parce que demain, j'aimerais que la France soit véritablement en capacité de tenir une position forte, notamment pour qu'on ait une intelligence artificielle plus égalitaire et inclusive. Vous parliez de l'Europe en particulier. Est-ce que vous pensez qu'elle pourrait jouer aussi sur l'égalité des genres grâce ou par l'IA? Oui, absolument. En fait, l'IA offre des possibilités qui sont infini d'œuvrer en faveur de l'égalité. Ça peut être des opportunités formidables de faire des tâches qu'on faisait avant de façon beaucoup plus efficace. Ça peut permettre d'accéder à des formes de création nouvelles. Et je crois qu'en effet, utilisé à bon escient, on pourrait espérer, en tout cas je l'espère, que ce nouvel outil numérique permette d'arriver à davantage d'égalité et non l'inverse.
Alors, il y a aussi l'orientation des jeunes filles à l'école, enfin au collège, au lycée, qui joue énormément, effectivement, dans la place des femmes aussi dans les nouvelles technologies. Ces nouvelles technologies, elles sont très vastes. On parle aujourd'hui de l'intelligence artificielle, mais est-ce qu'il faudrait peut-être mieux orienter les filles plus tôt dans leur scolarité, ou peut-être leur apprendre dès le début, effectivement, l'usage des outils numériques? Absolument. Quand on parlait du manque de présence de femmes dans les boîtes de tech aujourd'hui et dans les filières d'IA, c'est largement lié à ce qu'il se passe dès les premières années d'école, puis ensuite d'études postérieures. Les écoles d'ingénieurs sont les filières les moins mixtes de toutes les filières françaises. Il y a, je crois, seulement 33% de femmes dans ces écoles-là. C'est pas normal, il faut s'interroger même, je crois, sur un jour, pourquoi pas, instaurer des formes de quotas. Alors c'est ce qui a permis d'arriver à davantage d'égalité dans d'autres univers. Je pense notamment au monde politique, je pense aussi à l'univers des entreprises et aux instances de direction. Pourquoi pas s'interroger aussi pour la mise en place de quotas à ce niveau-là? Il est déterminant que les femmes soient mieux représentées à tous les niveaux de conception et d'utilisation de l'intelligence artificielle. Oui, parce que c'est aussi effectivement une question de conception. C'est-à-dire que plus il y aura de femmes, effectivement, plus la plateforme sera conçue de manière égalitaire. Absolument. L'éducation à l'intelligence artificielle pour toutes et pour tous, afin d'apprendre à s'en servir, ça veut aussi dire forcément formation des professeurs. J'allais dire les pauvres, on n'arrête pas de leur dire il faut se former. Alors le harcèlement, le cyberharcèlement, la question effectivement des droits, la laïcité, etc. Beaucoup de choses. Quel est le regard que vous portez là-dessus en tant qu'effectivement avocate, mais vous êtes aussi engagée dans la vie politique. Quel est votre regard sur cette question? Écoutez, je crois qu'en effet, l'école a une place centrale dans notre société, mais en effet, l'école ne peut pas tout. Elle doit être accompagnée, elle doit être soulagée parfois par d'autres experts, d'autres professionnels qu'il faudra peut-être aussi faire entrer dans les écoles pour ils puissent mettre leur expertise au service des élèves et que ce ne soit pas aux professeurs de tout porter. Je crois que c'est important de faire entrer davantage d'acteurs de la société civile, experts notamment de ces questions-là numériques, pour parler directement aux élèves. Je pense que c'est aussi important pour parler des enjeux d'égalité, de comment le corps appartient à chacun, tout ce qui est lié à l'EVARS, cette nouvelle éducation à la vie sexuelle et affective. Bref, je crois qu'il faut aussi permettre aux professeurs de s'appuyer sur d'autres qui arriveront avec leurs expertises et de ne pas tout faire peser sur leurs épaules. Mais quand on voit certains parents qui sont totalement, ils sont assez nombreux, mais malheureusement certains réfractaires justement à ces cours d'éducation à la vie affective, relationnelle et sexuelle, est-ce que vous pensez qu'ils ne seront pas aussi réfractaires à des cours justement sur les outils numériques et notamment l'IA? Écoutez, j'espère pas. En tout cas, sur les VARS, sur l'éducation à la vie sexuelle et affective, si certaines personnes se sont exprimées négativement à ce sujet, je pense que c'était aussi lié à des opérations de désinformation massives sur cette thématique-là. Et d'ailleurs, ça rejoint précisément l'autre sujet dont on parle, c'est-à-dire l'éducation au numérique, à ce qu'est l'intelligence artificielle, à comment détecter des faux contenus sur Internet, à avoir les bons réflexes pour ne pas être victime d'une fake news. Eh bien, je crois qu'en effet, en reparlant de cette polémique, on voit très bien le caractère essentiel de cette éducation-là. Et j'espère que lorsqu'elle sera enfin apportée et de qualité aux élèves, eh bien, les parents comprendront toute l'utilité de ceci. Des détournements à visée politique, c'est ce que vous entendez? Électoral? Oui, je crois. Quel détournement? Par rapport au détournement, oui, exactement, au sujet de l'EVARS. Au sujet de l'EVARS, je ne sais pas si c'est à visée politique ou électorale, mais en tout cas, certaines personnes qui sont opposées à ces nouveaux programmes d'éducation à la vie affective et relationnelle, eh bien, ont tout simplement véhiculé des fausses informations sur le contenu, alors que c'est un contenu qui a été étudié très précisément pour être adapté à l'âge à chaque fois des élèves, que les thématiques liées à la sexualité ne sont pas abordées avant que ça devienne un sujet dans la vie de l'adolescent, et qu'en réalité, on ne va pas se mentir, là, quand on refuse de s'intéresser à ces questions-là, qu'est-ce qu'il se passe? Eh bien, chacun fait son éducation sexuelle soi-même sur des sites pornographiques et je crois que ce n'est souhaitable absolument pour personne. Merci beaucoup Rachel Fleur-Pardo d'être venue dans le Grand JT pour nous parler évidemment de ce sommet pour l'action sur l'intelligence artificielle qui a eu lieu à Paris il y a quelques semaines maintenant, mais qui forcément continue de travailler. On espère qu'il y aura des répercussions positives. Je rappelle que vous êtes avocate spécialisée dans le cyberharcèlement et les violences sexistes et sexuelles. Merci. Merci à vous. On va marquer une courte pause dans le Grand JT. On se retrouve tout de suite. De
retour dans le Grand JT, je suis ravie d'accueillir Vanina Gisbert, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes cofondatrice et présidente de l'école comestible. L'école comestible, effectivement, qui est une association d'intérêt général que vous avez fondée avec Camille Labro en 2019. L'école comestible, c'est un point de départ que je trouve assez génial dans la charte de valeurs que j'ai pu avoir la chance de lire. Vous êtes convaincu que vous pouvez changer le monde par la manière dont on mange. Expliquez-nous. Oui, tout à fait. En fait, on s'est rendu compte à l'école comestible, avant de commencer le projet, que de moins en moins de familles cuisinaient à la maison, qu'il y avait une perte de diversité alimentaire dans les foyers. Et donc, on s'est dit que le meilleur moyen de reconnecter les enfants et leurs familles à la terre, aux vivants, à la cuisine, était de les éduquer à l'alimentation, et en faisant ça directement dans les écoles. Oui, c'est le côté transversal, parce que vous parlez évidemment, bien sûr, d'alimentation, mais donc forcément de santé, mais aussi d'environnement. Donc, ça veut dire d'agriculture, de plantation, se reconnecter finalement aux valeurs qui sont les valeurs premières. Oui, tout à fait. C'est vraiment d'envisager l'éducation alimentaire dans tous ses pans, de la terre à l'assiette, en envisageant l'acte de manger dans toutes ses dimensions, dans toutes ses implications, dans le lien à la terre, à la nature, à la biodiversité, à la cuisine, à l'anti-gaspillage. Et de reconnecter tous ces pans de l'alimentation. Alors, reconnecter parce que vous pensez qu'ils étaient connectés, pour le coup, il y a encore 20, 30 ans, 40 ans. On n'avait pas ce sentiment-là dans l'école de nos grands-parents? Alors, on pense qu'effectivement, il y avait un lien plus évident, peut-être plus direct avec les produits bruts, avec tout simplement les champs. Les personnes savaient identifier plus facilement les légumes, savoir d'où ça venait, de la terre, alors qu'aujourd'hui, les enfants sont beaucoup plus déconnectés. C'est vrai que nous, pendant nos ateliers en classe, quand on montre certains légumes bruts aux enfants, ils ne savent pas forcément les reconnaître. C'est vrai, mais vous parlez d'une courgette, d'une aubergine ou alors carrément d'un panais, quelque chose un peu plus, exotique. Ouais, non, des choses vraiment même évidentes. En fait, ils ont l'habitude de voir les légumes transformés, souvent sous plastique. Et là, nous, ce qu'on fait, notamment à travers notre atelier un peu phare, qui est l'atelier cagette de saison, on ramène une cagette de saison avec des légumes bruts de saison. Et en fait, les enfants, souvent, ne les reconnaissent pas. Ils ne les reconnaissent pas et ils ne connaissent pas le goût, du coup. Effectivement, ouais. Donc ça veut dire que par exemple une tomate complètement aseptisée qui a une grande surface et une tomate qui a du goût, pour le coup, on sait à quel point ça n'a rien à voir. Exactement, ouais. Et c'est assez déstabilisant parce que là on retravaille avec eux sur les sens, sur les goûts, mais vraiment les goûts bruts, les goûts naturels. Et c'est assez déstabilisant pour eux, mais ce qui est assez formidable, c'est qu'en fait les enfants à cet âge-là sont encore très ouverts, ce sont un peu des éponges. Et donc, on arrive avec eux de vraiment travailler sur les sens, avec des choses très simples, vraiment des produits bruts, quelques assaisonnements, des herbes aromatiques fraîches. Et en fait, c'est assez bluffant de voir l'amour qu'ils peuvent avoir pour les produits bruts quand on leur propose en classe. Je parlais des tomates, donc du coup on parle des fruits. Est-ce que c'est la même chose côté fruits? C'est-à-dire que les légumes, on peut peut-être imaginer effectivement ils ont une certaine réticence, surtout sur les légumes verts et peut-être les légumes blancs, c'est-à-dire les choux-fleurs, effectivement je parlais des panais et autres. Voilà. Est-ce que c'est pareil côté fruits? Ils connaissent en gros les pommes, les oranges et les fraises et basta? Oui, en fait le constat est le même. Alors c'est vrai que nous on axe essentiellement le travail sur le salé, plus que le sucré, sur le végétal, légumier, parce qu'on s'est rendu compte que les enfants connaissaient beaucoup plus le sucré, c'est beaucoup plus ancré dans les foyers, alors que la connaissance, le goût et la cuisine vraiment des légumes, ça a tendance à être un peu plus éloigné des enfants. Alors ça aussi, effectivement, c'est une façon de reconnecter avec la nature et reconnecter avec l'alimentation, c'est l'atelier cuisine. Savoir cuisiner, alors on l'apprend souvent avec nos parents, finalement, à la maison, grands-parents. Est-ce que c'est ça aussi, peut-être, qui fait défaut? C'est cette tradition qui est un peu perdue de cuisiner à la maison? Oui, ça s'est un petit peu perdu du fait des contraintes à la maison, le travail, le temps, effectivement, qui file. Mais l'idée, c'est vraiment d'apprendre aux enfants en classe à cuisiner, c'est vraiment l'apprentissage par le faire qu'on prône avec l'école comestible, mais c'est aussi d'arriver à rentrer dans les foyers. Donc ce qu'on fait toujours, une fois que l'enfant a suivi l'atelier, il repart toujours à la maison avec quelque chose, une recette, quelque chose à faire déguster à ses parents. Par exemple, on a créé aussi des petits fascicules, des livrets que les enfants peuvent ramener chez eux. Je peux voir un ou deux, ouais, super. Alors ça, c'est au fourneau. Donc c'est un petit fascicule avec
plusieurs recettes de chefs partenaires qui soutiennent l'école comestible, qui nous ont partagé leurs recettes. C'est des petites recettes faciles à réaliser dans les foyers, dans les cuisines. Mais oui, je vois ça là. Donc, la bolognaise végétarienne, pas mal. Donc avec des lentilles vertes, effectivement, oignons, carottes et autres. Parmesan, beurre, ça a l'air délicieux. Une pizza polenta. Donc là, on est vraiment dans l'idée du végétarien. Une brioche vapeur couleur, alors ça, je connais pas du tout. C'est quoi les quincailliers végétariens? Ça a l'air très bon, ça aussi. Ouais. Ça, c'est géorgien. Et oui, et l'idée, c'est vraiment de travailler avec des produits assez simples qu'on peut trouver facilement en faisant ses courses. Et c'est idéal, en fait, pour partager un moment en famille et retrouver du lien tous ensemble. Alors, donc ces ateliers, c'est assez précis, parce que ce n'est pas juste histoire de connecter et de vous dire, voilà, ceci est un brocoli, mais c'est plutôt à la fois, effectivement, les cagettes de saison, la reconnexion, vous le dites, du goût et des sens, de comprendre surtout comment poussent, comment grandissent ces légumes, d'où ils viennent finalement, et peut-être revenir à la terre. Alors bon, certaines émissions très connues mettant en lumière nos agriculteurs, mais c'est vrai que quelque part, je pense que tous ces enfants des villes sont un peu trop déconnectés de la réalité. Exactement. Alors, ce qu'on essaie de faire quand c'est possible, c'est aussi de réintroduire des potagers, des jardins potagers dans les cours de récréation. Donc ça, c'est idéal. C'est-à-dire qu'on va avoir des ateliers en classe de cuisine, des ateliers au potager. Et c'est vraiment l'idéal parce que dans ces cas-là, l'élève va voir comment on sème une graine, comment on prend soin de son potager. C'est du temps long, c'est de la patience. Et ensuite, il va récolter ses légumes. Il va les ramener en classe, les transformer, les goûter. Et là, on a... Les écoles vous suivent là-dessus? Collège et lycée, sur les potagers, c'est compliqué à mettre en œuvre ou pas? C'est compliqué à mettre en œuvre, c'est pas évident. Parce que, comme vous le savez, beaucoup de cours de récréation sont bitumés et il y a très peu de verdure. Donc, on a quelques projets d'ampleur où on a pu réensauvager la cour de récréation et c'est assez chouette, mais c'est vrai que c'est un peu compliqué. Peut-être avec le concours des parents aussi qui seront forcément friands. Oui, bien évidemment. Si les parents poussent, ça peut aider et ça peut se faire aussi dans le cadre de projets des cours Oasis, qui sont des projets qui permettent en fait de revoir et revaloriser les cours de récréation avec plus de verdure. Alors, l'idée aussi, forcément, de lutter contre la malbouffe. On sait qu'à quel point, par faute de temps et faute d'argent aussi, on en revient toujours à l'idée aussi de cette vie chère et donc de ces légumes chers, ce qui n'est pas faux, comme idée, c'est pas une idée reçue. Comment faire pour pouvoir concilier, effectivement, bien manger, bien se nourrir de manière équilibrée, tout en apprenant à le faire, que ce soit rapide et pas cher? Oui, c'est vrai qu'aujourd'hui, on est face à un fléau qui est que l'obésité et le surpoids augmentent en France. Il faut savoir qu'un enfant sur 5 est en état de surpoids en France. Et donc là, l'idée, c'est peut-être de se réapproprier son assiette, mais avec des produits simples, peut-être diminuer la consommation de viande, par exemple. On ne prône pas du tout le végétarisme, mais c'est peut-être consommer un peu moins de viande, mais de meilleure qualité, ou bien faire des économies, consommer moins de viande et réinjecter ce budget-là sur des produits un peu moins chers, des légumes de meilleure qualité, des légumineuses, des céréales, pour avoir des assiettes qui sont nutritionnellement équilibrées, savoureuses, délicieuses, et qui sont bonnes pour la santé, mais aussi pour la planète. Oui, parce qu'on peut avoir peur, effectivement, que sans protéines animales, c'est-à-dire sans viande ou sans poisson, effectivement, on pourrait être déséquilibré. Être en carence. Voilà, être en carence. Ouais. Or, on le sait qu'il peut y avoir des protéines végétales. On va parler, bien sûr, il y a tellement de choses à dire, effectivement, sur l'alimentation, la santé. Attention, fermentation. Ça, c'est un autre atelier qui me paraît assez ingénieux. Racontez-nous. Oui. Alors, dans cet atelier, l'idée, c'est de transformer des légumes de saison qu'on va pouvoir conserver sur d'autres saisons, c'est-à-dire par exemple des tomates, faire des tomates en saumure. Et l'idée, c'est de montrer qu'on peut avoir des produits sur le temps long. C'est aussi une manière de consommer slow, avec très peu de moyens finalement, un bocal, une saumure, du gros sel, des légumes. Et en fait, on peut faire des choses délicieuses. D'un point de vue aussi nutritionnel, c'est très bon puisque la lactofermentation permet de décupler les vitamines. Donc, c'est vraiment du gagnant-gagnant. Plein de supports, effectivement, pédagogiques, à la fois pour les écoles, pour les profs et aussi pour les familles, puisque c'est forcément transversal, tout ça. Dans l'idée de la transversalité, on parlait de bien manger qui puisse être, effectivement, qui puisse changer le monde. Il y a aussi cet atelier recettes de là-bas, pareil, de faire une connexion entre les pays, les cultures, les croyances et autres par l'alimentation. Oui, tout à fait. Dans les classes, en fait, les enfants sont d'origines très diverses. Il y a beaucoup de mixité
diversité, de métissage. Et c'est aussi reconnecter ces personnes-là, faire référence à leur culture, et à des recettes d'ailleurs. Et généralement, ça marche beaucoup, ça marche bien, en fait, puisqu'on touche sur l'aspect culturel aussi. Donc ça marche bien et ça permet de connecter les enfants entre eux, de faire un partage de connaissances et de culture, et ça marche bien. Alors, juste les derniers chiffres, et puis après, je vous laisse partir tranquille, parce que je n'arrête pas de vous embêter avec tant de questions, mais c'est forcément passionnant, l'école comestible. Sachez que l'école comestible, c'est quand même plus de 20 000 enfants bénéficiaires, 3 000 ateliers réalisés, 150 écoles comestibles, 250 bénévoles justement actifs par an, et qui probablement aident à ces potagers dans les écoles. Si vous êtes prof ou surtout parents que vous voulez aider, c'est le moment, peut-être de connecter effectivement avec l'école comestible, et 50 animatrices formées. Donc c'est vraiment un super projet, bravo. 82% des enfants ont goûté un légume qu'ils n'avaient jamais mangé avant, et 50% des enfants savent enfin citer les 4 goûts primaires. Chouette. Bravo, Vanina Gisbert. Merci beaucoup d'être venue sur le plateau du Grand JT, présidente de l'école comestible. Merci à vous. Merci. On va tout de suite retrouver Guillaume pour sa chronique. Alors, à l'occasion du début des vacances de printemps pour la zone B, direction les salles de cinéma pour y découvrir Minecraft, le film adapté du jeu vidéo du même nom. Effectivement, quand le 7e art rencontre le 10e art. Le 7e art, on connaît, c'est le cinéma, mais on connaît un peu moins le 10e art. C'est donc les jeux vidéo. En France, c'est depuis 2006 que le ministère de la Culture a reconnu les jeux vidéo comme étant une forme d'expression artistique et qui demande à ce qu'elle soit reconnue en tant que telle, même si ça ne fait pas consensus. Et puis aux États-Unis, c'est depuis 2011 et une décision de la Cour suprême. Alors on va revenir à notre film et soyez donc les bienvenus dans l'univers de Minecraft avec 4 outsiders qui sont projetés à travers un mystérieux portail menant vers la surface, un incroyable monde en fait qui est cubique et qui prospère grâce à l'imagination des joueurs. Pour entrer chez eux, il va falloir maîtriser ce monde et se protéger des créatures maléfiques. Bande annonce. Dans la surface, wow, tout ce dont on peut rêver, on peut le créer. Donc ils ont construit tout ça? Ouais, la plus grande partie. Oh là! Ce truc-là comprend pas un mot de ce que tu lui dis. On discute. La vie était belle. Et puis un jour, un briquet. On est tombé sur le Nether. Il n'y avait ni joie, ni créativité là-bas. Toi, qu'est-ce que tu dessines? Oh, oupsie. S'ils obtiennent ce qu'ils veulent, ce magnifique monde et tout ce qu'il contient sera réduit en cendres. Vaya con Dios. Ça veut dire adieu, mon frère. Pas du tout. Ne regarde pas. Ça veut dire ça. Alors, pour ce qui est de la distribution, vous l'avez remarqué, on retrouve Jason Momoa, connu pour son rôle dans Aquaman. On a Jack Black aussi, The Holiday, ou encore Les Voyages de Gulliver, et puis Jumanji, et puis Emma Myers, qui avait incarné notamment Enid dans la série Mercredi, pour celles et ceux qui l'ont vu. Il faut savoir que ce film a été très long et n'a pas été de tout repos, puisqu'il a été annoncé en 2014, 10 années de production, 4 réalisateurs successifs et plusieurs reports. On a eu le Covid, et puis on a eu la grève à Hollywood. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, peut-être qu'on peut dire un petit mot sur le jeu vidéo, sur Minecraft. Oui, c'est un jeu vidéo de type aventure, de type bac à sable. C'est comme ça qu'on l'appelle, c'est-à-dire qui intègre en fait des outils pour façonner votre propre univers de jeu. Ça a été développé par un Suédois puis par une société, Mojang Studio. Le joueur en fait plonge dans un monde qui est composé de différents éléments et matériaux, le feu, la terre, l'eau ou encore la pierre. Là aussi, vous avez différentes structures, les armes, des montagnes, des cavernes, des villages, et puis il y a des monstres et des animaux. En fait, vous pouvez jouer à volonté. Le but, c'est soit de survivre, soit de créer votre monde. C'est un jeu qui est quand même disponible dans 139 langues et ce qui en fait aussi le premier jeu vidéo à passer la barre des 300 millions d'exemplaires vendus, toutes plateformes confondues, en octobre 2023. Et il a justement ce statut du jeu le plus vendu de tous les temps qu'il avait atteint en 2016. Donc le jeu vidéo a été adapté au cinéma. Alors est-ce que ça plaît ou pas ? Alors, mon frère me disait, lui qui est un peu dans le cinéma, me dit c'est compliqué. Quand les jeux vidéo sont adaptés au cinéma, ce qui se passe, c'est que les fans y vont, mais sont souvent déçus. C'est un peu ce qui s'est passé. Quand la bande-annonce est sortie, beaucoup ont critiqué ce côté cubique entre les images réelles et les images en fait de synthèse. Et puis quand on lit la presse et quand on écoute la presse, on a le Parisien qui évoque un scénario, des dialogues d'une débilité certes assumée, mais assommante, flirtant en permanence avec l'hyper lourdingue, pas compensée par l'aspect visuel du film. Le Monde également
également. Les acteurs principaux font le show en multipliant les blagues potaches second degré pendant que les personnages féminins s'en sont réduits à jouer le gentil faire-valoir. Le magazine Première, on le connaît, spécialisé dans le cinéma. Adaptation en live-action tant attendue de Minecraft qui tombe à plat à cause d'un scénario mal construit et de personnages trop peu attachants. Et puis les numériques.com, je crois que c'est le meilleur. Adaptation tristement générique, dénuée d'âme, d'idées, d'originalité, produite pour soutirer quelques euros aux fans et sans beaucoup de respect pour eux. C'est un peu ce qu'on disait, les fans y vont, ils payent et finalement déception. Donc à vous de vous faire votre propre avis si vous y allez avec les enfants. Ah oui, c'est sûr, ça donne pas envie. Là non, désolé. D'accord, mais est-ce qu'il y a déjà un jeu vidéo qui a été adapté au cinéma qui a fonctionné auprès du public? C'est difficile. En fait, ça passe ou ça casse. Hollywood adore faire ça, adore reprendre les jeux vidéo qui cartonnent et qui sont extrêmement bien vendus, mais les adapter au cinéma, ça fonctionne pas. Sonic, par exemple, vous savez, le petit hérisson bleu, 2 millions et demi de spectateurs au cinéma, au box-office, ça n'a pas marché pour suivre les aventures de ce hérisson qui a vendu des millions de disques. Pour les amateurs de voitures, on aurait pu s'attendre là aussi à un grand succès avec Gran Turismo, et bien seulement, tout simplement, 1 million d'entrées, alors que c'était pourtant là aussi beaucoup de disques vendus. On a Uncharted, là aussi l'histoire de quelqu'un qui est un chasseur de trésors qui va partir justement chercher le trésor de Magellan. Bon, ça fonctionne pas. 45 millions de jeux vendus. 4 licences tout de même, mais seulement 2,5 millions d'entrées. Assassin's Creed, là aussi, ça a été un gros flop. 1 800 000 entrées pour 200 millions d'exemplaires de jeux et déclinés sur 14 opus. Et puis on a Tomb Raider avec Angelina Jolie. Et puis plus récemment, là aussi avec une actrice en 2018, 1 200 000 entrées en France. Ça n'a pas beaucoup marché, 100 millions de jeux vendus. Vous voyez, le ratio entre jeux vendus et entrées, ça fonctionne pas. Il y en a bien qui a marché. Oui, il y en a un qui a marché. Mais c'est l'incontournable Mario. Mario, ça fonctionne, car Super Mario Bros, le film qui était sorti en 2023, c'était quand même 7 300 000 entrées en France, 377 millions de dollars de recettes, rien que le premier week-end de projection. Il devance d'autres grands phénomènes et d'autres grands films. On pense à La Reine des Neiges 2, qui avait été aussi un très grand succès. D'ailleurs, il y a une suite de Super Mario Bros qui est prévue pour avril 2026. Donc voilà, jeux vidéo, vous restez vraiment à la maison. Et puis pour les cinémas, s'il vous plaît, les producteurs, pensez à autre chose. Pardon, La Reine des Neiges, c'est un jeu vidéo à la base? Non. Ah d'accord. Ça a cartonné. Très bien. Ça, on n'oublie pas. Ok, bah comme la folie des grandeurs, alors. Je sais pas moi. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Allez, on retrouve le meilleur de School TV avec le Zap. La façon dont j'ai écrit ce livre est que j'ai commencé les premières scènes dans le sillage de cet événement, donc quand j'avais 17-18 ans. Et je l'ai augmenté et retravaillé sans cesse jusqu'au moment de le montrer à l'éditrice, donc jusqu'à mes 25 ans. Et typiquement, les passages qui concernent les violences sexuelles, comme je les ai travaillés au long des années, j'ai constaté aussi à quel point mon rapport à ces thèmes changeait, à quel point le rapport de la société à ces thèmes changeait. La première fois que j'ai écrit le personnage de Cora, qui a donc subi dans son enfance des violences sexuelles et qui va y être exposé aussi plus tard, c'est que des événements réalistes et même réels, inspirés par des amis à moi qui ont subi ça. Et au moment de l'écrire la première fois, je me disais, je ne sais pas si les gens vont trouver ça crédible, quand bien même c'était vrai. Parce qu'on ne parlait pas de consentement dans les mêmes termes, parce qu'on ne parlait pas, vous mentionnez la culture du viol. Alors j'ai essayé de creuser dans la mémoire, mais j'ai pas l'impression qu'il y a 10 ans, ça s'est joué juste après MeToo, quoi. Bien sûr, et aujourd'hui il y a vraiment, je pense, des chiffres qui sauvent, des études qui sauvent, des néologismes, des concepts qui sauvent. Qui sauvent des filles et des garçons d'ailleurs victimes de l'impression qu'ils sont les seuls. Je sais que moi, par exemple, ces amis que je connais qui ont subi des abus et qui ont inspiré le personnage de Cora, elles avaient l'impression d'être seules avec ce qu'elles avaient vécu, au point qu'elles avaient l'impression de l'avoir causé elles-mêmes. Elles se disaient, voilà, ça n'est pas arrivé aux autres, ça m'est arrivé à moi, c'est donc que c'est de ma faute. Et les réflexions du personnage dans ce livre sont ces réflexions-là. Et je pense qu'aujourd'hui, et d'ailleurs c'est une forme de libération que connaît le personnage à un moment, c'est d'être exposé en fait à ces pensées-là, voilà, qui la sauvent de l'impression de solitude et donc de culpabilité qu'elle a vis-à-vis de ça. Les jeunes générations, justement, est-ce que, selon vous, elles doivent être formées à choisir entre progrès technologique et sobriété? Alors, la question des choix, elle va être clé parce qu'on dit, on entend beaucoup, il va falloir les former sur l'esprit critique. Et c'est vrai, par rapport à l'IA, par rapport aux différents chocs, aux manières différentes de faire. Ce qui est compliqué, c'est qu'il va falloir aussi faire des choix sur ce qu'on leur apprend. L'école, on le sait, en France,
à beaucoup d'heures. C'est si ce n'est l'école la plus, en termes de nombre d'heures, la plus volumineuse dans l'OCDE. Ouais. Et donc, on ne pourra pas juste ajouter des nouvelles couches d'esprit critique, créativité, etc. Et donc, la vraie question qui est face politiquement, et c'est pour ça aussi qu'on a fait l'étude, pour donner les choix, parce qu'il n'y a pas de réponse dans cette étude-là, c'est est-ce qu'on arrête d'apprendre certaines choses, des savoirs plus classiques, pour apprendre ces nouveaux éléments? Est-ce qu'on apprend le codage? Voilà. Qu'est-ce qu'on leur apprend demain pour qu'ils soient armés à ce monde-là? Et en même temps, comme vous le disiez, parce que la technologie, c'est pas l'alpha et l'oméga, si tout à coup on est dans quelque chose qui sera moins technologique, comment ils perdent pas aussi complètement leur indépendance? La guerre est inhérente à la situation effectivement du Liban, et que vous parlez tout au long de votre spectacle de vos vies, de vos parcours, de vos carrières, et de cette séquette au pluriel de la langue. Et j'ai quand même le sentiment que parfois, quand on est si jeune et qu'on est confronté à la guerre, je dis invité, mais confronté à la guerre, et qu'elle entre dans votre vie de force, le corps réagit et parfois on ne trouve pas les mots. Vous êtes resté souvent aphone face à ces situations? C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'effectivement, avant la guerre, j'avais déjà un problème de diction. J'étais, je vous ai dit, dyslexique, mais aussi, je crois que j'étais perdu dans les langues, et je n'ai parlé qu'à l'âge de 5 ans. Je n'ai commencé à parler de l'âge de 5 ans. Je m'amuse à dire qu'on m'a fait redoubler la 11e, c'est-à-dire le CP. J'étais tout petit, et en disant pourquoi je redouble une classe alors que je commence à peine. La première classe, je commence à peine. Comment on fait? Je me fous un peu de la gueule de l'école, qui est ce système un peu rigide. Ouais. Mais c'est vrai que avec cette perte dans l'identité des multilangues, j'ai eu aussi la guerre qui m'a demandé quelque part, puisque je vous disais, je suis un conteur, un storyteller, à raconter. Et raconter, mais dans quelle langue? Mais quand on dit langue, c'est-à-dire avec quel type d'expression? Est-ce que c'est par l'écrit? En étant dyslexique, c'est pas évident. Est-ce que c'est par l'image? Je l'ai fait, puisque j'ai commencé par le documentaire, et j'ai commencé la photo de guerre, et ensuite le documentaire. Est-ce que c'est par la vidéo? Et en fait, j'ai nécessité d'utiliser différents médiums, dont théâtre cette fois-ci, pour toujours raconter, conter, parler, essayer de m'exprimer. Exprimer, c'est toujours sortir de sa dépression. Le roman s'appelle Les Vivants, parce que Diane, Cora et les autres découvrent que par une force de résilience impossible à expliquer, écrivez-vous, aucun chagrin ne suffit à arrêter la marche d'une vie. Ça, vous l'écrivez à 17 ans ou vous l'écrivez à 27 ? Ah, c'est une bonne question. C'est une très bonne question. Je ne sais plus. C'est une phrase qui vient de la fin du livre. En tout cas, vous êtes sûr que vous ne l'avez pas écrite maintenant, puisque vous vous posez la question. Vous avez peut-être eu cette... Parce que c'est cet apprentissage absolument dingue que vous faites entre ces 17 ans. Vous commencez, j'ai plus la phrase, Diane commence l'année de ses 17 ans comme une enfant, elle la finira comme une ancêtre. Donc, exactement. Vous prenez un gros coup de vieux quand même. Et c'est 2 passages pour le même endroit. Ouais, le fameux passage à l'âge adulte, où d'un coup on se réveille, on a l'impression d'avoir changé de braquet. Ouais. Un petit peu. Et cette phrase sur la résilience, elle ne fait pas partie des ajouts les plus récents au livre. Je pense qu'elle fait plutôt partie des premiers jets. Moi, je suis très admirative de ça. Ce constat que je fais. Aucun chagrin, même le plus légitime, même le plus immense, ne suffit à arrêter le monde ou même arrêter une vie. C'est quelque chose qui peut être pris de différentes manières. Ça peut être enrageant, c'est quelque chose d'injuste. On se dit qu'il y a des chagrins, il y a des causes, il y a des drames qui mériteraient de mettre le monde sur pause pour les régler. Ça ne le fait pas. Et on continue. Et on peut aussi voir ça de manière philosophe. Et il y a aussi quelque chose de beau là-dedans. Dans le fait que non, les chagrins adviennent, mais la vie continue. L'étude suggère aussi, et sur cette question d'éducation, que la gamification des savoirs pourrait motiver les jeunes, renforcer leur engagement aussi, ça c'est important. Selon vous, à quoi ressemble justement l'école du futur? Vous êtes dans cette émission, ça ressemble à quoi l'école de demain? Alors c'est quelque chose qu'on a creusé dans l'étude. Ce qui est intéressant, c'est que c'est l'école, mais aussi la formation continue dans toute la vie, puisqu'on va devoir de toute façon changer tous de carrière, apprendre des nouvelles compétences. Et donc c'est plus l'école d'aujourd'hui, c'est une école qui doit être beaucoup moins... Et c'est aussi là aussi des choix, mais nous ce qu'on propose dans l'étude, peut-être moins théorique, beaucoup plus expérientiel, beaucoup plus ludique, où on fait, parce que les études les plus récentes montrent à quel point on retient mieux un savoir quand on l'expérimente que quand on est assis dans une classe à le recevoir. Et donc c'est quelque chose beaucoup plus sur le jeu, sur le ludique, sur des simulations temps réel, et c'est là aussi où la technologie peut apporter des choses. L'idée c'est pas que tout le monde soit avec un casque de réalité virtuelle à tester des choses, mais
Peut-être qu'on peut individualiser les parcours. L'IA peut nous aider aussi à créer des exercices sur mesure pour chaque enfant, qui ensuite fera peut-être en papier si on ne veut pas qu'il soit face à de la technologie. Mais en tout cas, ça peut vraiment aider les professeurs pour les augmenter, même si on ne met pas forcément la technologie directement face à l'enfant. Est-ce que c'est vous qui n'aimiez pas l'école ou c'est l'école qui ne vous aimait pas? Parce que vous aviez tous ces troubles 10, effectivement. J'ai fait un film avec mes enfants qui est sorti en salle en 2015, qui s'appelle Héritage, et qui me rapproche de mes enfants. Et en fait, je leur pose des questions. Et les enfants ont dit des choses exceptionnelles. Alors, certes, c'est mes enfants sont magnifiques, etc. Je suis le premier à le dire. Je connais ça. Mais au-delà de cette tendance, de cette manière de voir, je crois qu'il faut entendre les enfants. Le problème des écoles, c'est qu'on n'écoute pas assez l'enfant. On lui impose ce qu'il doit entendre. Et moi, je parle beaucoup dans ma pièce de mon éducation, des jésuites qui étaient très durs avec moi, qui n'ont pas entendu ce que j'avais à dire. Je parle de mes dissertations. Dans une école, on me donnait des 16 et des 17 sur les dissertations. Et chez les jésuites, l'année d'après, on me donnait des 0. Mais la même personne qui passait du Parce qu'on ne regardait pas le contenu? Parce qu'on regardait que les fautes d'orthographe, exactement. Et si on est dyslexique? Voilà. Mais sauf que la dyslexie, à l'époque, c'était pas la mode. Et aussi, l'encouragement était plus sur l'efficacité que la créativité. Cela dit, j'ai effectivement, même mes enfants à moi, j'ai ma fille qui me dit « je veux faire de nouvelles écoles et réformer ». Moi, j'ai été assez traumatisé par l'école. Je l'ai quittée, je n'ai pas mon bac. J'ai quand même fait une 50aine de documentaires, 4 longs métrages. Ça a été une revanche pour moi pour dire que malgré le fait que j'ai pas de système scolaire, j'ai quand même, entre guillemets, réussi. Je dis bien entre guillemets parce que la vraie réussite, c'est celle de l'âme et non c'est le pédigré sur le CV de tellement de films, quoi. Voilà pour le Zap, c'est la fin de ce grand JT. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe en régie. Aujourd'hui à la réalisation, c'est Xavier Sanchez, le son Saïd Mamou, le maquillage Laure Redemont, Emma Ferret et Laura Gira à la rédaction. On se retrouve lundi et d'ici là, je vous souhaite un bon week-end. Ciao.